Et si je vous disais qu'un homme avait réussi à vendre la Tour Eiffel à un pigeon, enfin, à un poisson. Non, poisson c'est son nom, le nom de la victime de l'escroc qui lui a vendu la Tour Eiffel. Vous imaginez? Réussir à vendre la Tour Eiffel, symbole international de la France, c'est ouf quand même. Alors évidemment, aujourd'hui ça paraît complètement fou, mais à l'époque, en 1925, cette gigantesque pièce de métal n'était pas considérée par les Français comme un chef-d'œuvre architectural représentatif du pays, mais bien comme une œuvre ultramoderne sans grand intérêt, construite uniquement dans le cadre de l'Expo universelle de 1889, et destinée à être démontée comme les autres pièces construites pour l'événement. Il était donc plus ou moins logique de la voir disparaître, d'autant plus que son démontage était prévu quelques années auparavant. Or, elle continuait de trôner fièrement sur le Champ de Mars, malgré sa vétusté, qui ne cessait de s'accentuer. De la rouille avait même commencé à apparaître ça et là, et son entretien coûtait énormément d'argent à l'État, lequel avait partagé dans les journaux ses difficultés à la garder en bon état. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour que Victor Lustig, l'un de ses nombreux noms d'emprunt, monte l'arnaque du siècle. Intéressons-nous à l'histoire de Victor Lustig, un homme qui a réussi à vendre la Tour Eiffel à l'un des ferrailleurs parisiens les plus fortunés de France. Qui est donc Victor Lustig? Un voyou? Un mythomane? Un criminel invétéré? Eh bien, pas du tout. Victor Lustig est tout ce qu'il y a de plus respectable. Fils de bonne famille, rien ne le prédestine à devenir un escroc international. Rien à l'exception de ses ambitions personnelles. Il commence ses premières arnaques par les jeux de cartes. Pro du poker, il entourloupe les gens de la bonne société avec lesquels il se sent très à l'aise. La bourgeoisie est son milieu, il maîtrise les codes et l'étiquette. Rien ne lui échappe, il parle la même langue, il n'y voit que du feu. Rapidement, il décide de se spécialiser dans les traversées transatlantiques, car ces longs voyages sont l'occasion parfaite de perpétrer ces petites escroqueries. Il y passe donc 4 ans, durant lesquels il plume les personnes les plus aisées qui voyagent sur les paquebots dans les salles de jeu. Son business marche du tonnerre, rien ne pourrait mieux aller pour lui. Mais ça, c'était sans compter sur la Première Guerre mondiale qui éclate sans crier gare, le forçant à changer son activité. Les traversées transatlantiques sont donc interrompues, il est forcé de trouver une nouvelle activité. C'est alors qu'il lit dans la presse que la Tour Eiffel est devenue un véritable gouffre financier pour la mairie de Paris. Les réparations nécessaires à son entretien sont terriblement coûteuses. L'idée est toute trouvée. Établi au Crillon, un hôtel parisien de luxe, il décide de convier les 5 plus grands ferrailleurs de la région à un dîner. Pour donner plus de crédit à son arnaque, il décide de copier l'entête du papier à lettres officiel qu'il adresse à ses victimes et de se faire passer pour un haut fonctionnaire responsable de la vente du monument. Évidemment, tout cela doit rester confidentiel, vous comprenez bien. La vente d'un bien aussi onéreux n'est pas à crier sur tous les toits. Contre toute attente, les 5 victimes de Victor Lustig répondent présents à l'invitation. Mais en réalité, seul l'un d'entre eux l'intéresse, André Poisson. Les autres sont presque des leurs. Il a pris soin de le profiler. Il est nouveau dans le métier, peu sûr de lui, sa réputation reste à bâtir, il est la cible idéale. Hey, c'est le moment de vous abonner et d'activer les notifications pour soutenir la chaîne et ne manquer aucun épisode. Je compte sur vous. Très à l'aise dans son approche, Victor Lustig maîtrise son discours. Il sait comment les rassurer quant à la réalité de l'offre. Il n'est pas question de laisser planer un quelconque doute sur la réalité de la vente. Pour couronner le tout, il les emmène visiter la Tour Eiffel en prenant soin d'emprunter une porte dérobée uniquement accessible sur présentation d'une carte d'accès qu'il a lui-même falsifiée. Il passe, c'est parfait, son plan se déroule à merveille. Il faut dire que l'affaire est plutôt alléchante. Nous sommes à la sortie de la Première Guerre mondiale et le cours du fer a explosé, atteignant jusqu'à 4 fois sa valeur d'avant-guerre. C'est donc une aubaine pour les ferrailleurs dont l'appât du gain est plus fort que tout.
On parle tout de même de 7360 tonnes de fer, ou plus précisément de 6300 tonnes de fer et le reste de rivets. Il y a donc énormément de matières premières à récupérer. Et donc énormément d'argent à se faire. Le caractère éphémère de la Tour Eiffel et son manque de popularité auprès du public français de l'époque n'éveillent absolument aucun soupçon. En effet, comme bon nombre d'autres œuvres créées dans le cadre de l'Expo universelle, elle est vouée à être démontée. Et son côté ultramoderne ne séduit pas du tout les Français. Elle n'est pas populaire du tout. L'idée de vouloir s'en débarrasser est parfaitement crédible pour l'époque. Il les met donc tous les 5 dans sa poche. Mais il sait que seul l'un d'entre eux mordra à l'hameçon. Au terme de leur entretien, il leur laisse quelques jours pour faire leur offre. Le délai est très serré, l'enjeu est colossal, il ne faut pas passer à côté de cette occasion en or. Comme prévu, c'est André Poisson qui tombe dans ses filets. Ouais, j'en ai encore 2-3 des comme ça. Il le retrouve un peu plus tard pour la transaction. Eh ben il est pas con le Victor, il a bien ferré. Et comme si l'arnaque n'était pas assez grosse, il lui demande un pot de vin pour le persuader du bien fondé de l'offre. La corruption n'est pas un phénomène totalement inconnu de la politique de l'époque. Vous connaissez le dicton, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Il le déleste ainsi de 100 000 francs français supplémentaires, en dessous de table, ni vu ni connu. La transaction à peine finalisée, André Poisson se rend à la Tour Eiffel pour prendre possession de son bien. Et là, c'est la débandade. C'est la désillusion. Il comprend rapidement qu'il s'est fait rouler et Victor Lustig est à présent bien loin derrière lui. On ne saura jamais combien Victor Lustig a réussi à vendre la Tour Eiffel, car dans la honte, André Poisson n'a jamais osé porter plainte. Les seuls témoignages dont nous disposons sont ceux de Victor Lustig lui-même. Il est donc tout à fait possible que certains faits du récit aient été enjolivés, des éléments ajoutés ou grossis. Quoi qu'il en soit, son goût pour les arnaques bien juteuses le poussa à retenter l'expérience avec un nouveau poisson. Un pigeon cette fois. Mais qui ne se laissa pas prendre si facilement. Flairant l'arnaque à plein nez, sa cible prévint la police, qui le poussa à fuir vers les États-Unis, où il continua ses petites escroqueries jusqu'à se faire arrêter et emprisonner à Alcatraz, où il s'éteint d'une pneumonie en 1947, comptabilisant pas moins de 48 arnaques à son compteur. Victor Lustig est l'un de ces personnages hauts en couleur dont l'histoire nous fascine. Bien des auteurs de romans ont réussi à insuffler dans leurs personnages des caractéristiques incroyables qui les rendent terriblement passionnants. Et si je vous disais que certains d'entre eux ont réellement existé? Je vous parle de 5 personnages de romans inspirés de personnes bien réelles comme Sherlock Holmes, Quasimodo ou encore Arsène Lupin. L'épisode est juste là,